Le docteur G se pose des questions. Avant-propos. Je me suis rendu compte, avec effroi, il y a peu de temps, que depuis que notre émission existe, plusieurs milliers de nos auditeurs sont morts. Rassurez-vous, il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est la nature qui veut ça. Il doit y avoir chaque année entre 80 et 90 000 Belges qui décèdent. Il y en a, heureusement aussi, 85 000 qui naissent. Ça, c'est la vie qui est comme ça. Sur ces 80 000 morts, éliminons la moitié de néerlandophones, reste une quarantaine de milliers d'auditeurs francophones potentiels qui nous quittent chaque année. Ça fait 109 par jour, donc 763 par semaine. Parmi ceux-là, 6% écoutaient la semaine infernale. Il est donc raisonnable de penser que 45,7 auditeurs à l'écoute aujourd'hui ne seront plus là la semaine prochaine pour écouter ma rubrique. De même, il y a une semaine, 45,7 auditeurs ne se doutaient pas que le 4e épisode des Tilquins serait pour eux le dernier. Ça a l'air triste comme ça, mais c'est la vie qui est ainsi faite. Profitons de cette rubrique un peu mélancolique pour rendre hommage à ces fidèles inconnus, tous trop tôt arrachés à nos taux d'écoute. Helmut Van Damme de Virton, Max Vorbis d'Alos, Hélène Campara Deltour de Ciné, Josiane Bonnefoy, épouse Trembleur de Tilt, Hervé Mayence d'Orval. Chers amis, qui aurait cru qu'un jour on parlerait de vous à la radio? Mais dites-vous que tout n'est pas triste dans la mort. Vous échappez aux émissions de Paul Damblon, bande de vénards. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien profité de l'émission d'aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, il y aura des absents. C'est mathématique. Dépêchons-nous d'en rire avant que d'autres n'en pleurent. Et alors ici, une lettre particulièrement douloureuse. De... Cher docteur G... Cher ami, je ne suis pas parvenu à déchiffrer le moindre mot de votre lettre. Réécrivez-moi à la machine cette fois et peut-être pourrai-je vous répondre. En attendant, voici mon conseil. J'en reçu mieux à vous. Simon de Nivelles. Cher Philippe, peut-être te souviendras-tu de moi. Nous nous sommes rencontrés au Colruyt de Nivelles il y a 1 an. Je t'avais même dit, ah, mais c'est Philippe ça, de la TV, Lollipop, ha ha ha, lolli 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 lollipop. Je t'ai reconnu, c'est ça, hein? Et tu m'avais répondu, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, sacré Philippe. J'avais dit à ma femme, tu vois, hein, que je l'ai reconnu, sacré Philippe. C'est celui qui fait toujours de l'imbécile à la TV. Et Maître Ruban, il n'est pas là? Et je t'avais demandé une photo dédicacée pour ma gamine. Et je n'ai toujours rien reçu. Je suis juif et wallon. Dois-je voir dans l'absence de nouvelles de... C'est nouveau ça. Dois-je voir dans l'absence de nouvelles de toi une quelconque forme d'antisémitisme? Pas le moins du monde, hein. C'est un simple oubli. Que je m'enverrai par illico presto. Cela dit, vous me vexez en me soupçonnant d'antisémitisme. Je me fiche des juifs wallons, comme des bouddhistes ardennais, comme des musulmans norvégiens. Mais ne le prenez pas mal. Quand je dis que je m'en fiche, je veux dire par là que je m'y intéresse autant. Au fond, vous, les wallons, vous êtes très susceptibles, ou je me trompe? Cher docteur G, je polonaise, en la Belgique depuis 1 an. Mon fiancé, très gentil, habite La Panne. J'espère que ce n'est que passager. Katharina de Tilly.
Cher docteur G, je venir de la République démocratique d'Estonie et je vivre réfugié dans la Belgique depuis 3 années. Nombreuses démarches administratives est faites et actuellement, j'ai joui de la nationalité belge. Je suis ravi que ça vous fasse cet effet. Elena de Alost. Cher docteur G, je venir de la Roumanie, réfugié dans Belgique. Je 22 ans et je rencontrais jeune homme belge très amical et je mariais lui avec. Mais il habite Bourg-Léopold. Vous n'êtes pas seul dans votre cas. De nombreux hommes mariés ont des relations homosexuelles extra-conjugales. Cher docteur G, je venir de Albanie en la Belgica, déjà 2 années depuis. Et je commence à jongler avec la langue française. J'être tombée amoureuse avec jeune homme qui ne vivre pas dans la même ville que moi. Il habite Trembleur. Vous allez faire des jalouses. Et pour terminer, Mariana de Charleroi. Cher docteur G, je polonaise en la Belgique depuis 1 an. Mon fiancé, très gentil, lui, habite Bezity. Eh bien, c'est Steven Spielberg qui va être content. Merci, docteur G. Hervé de Mons. Cher docteur G, j'ai eu 18 ans il y a un peu plus d'1 an et je souhaiterais devenir chanteur connu. Je compte apprendre la guitare électrique car je m'intéresse beaucoup à l'électricité. Je passe également de nombreuses heures à écrire des poèmes sous l'emprise de l'alcool. Je n'arrive malheureusement jamais à relire ce que j'ai écrit. J'ai donc pris la décision de me lancer dans la traduction de chansons du groupe les The Beatles. Car les chansons des The Beatles, qui sont très belles, sont trop peu connues dans notre pays, car elles ne sont enregistrées qu'en anglais. Car si la musique, qui n'a pas besoin d'être traduite, car elle est un langage universel, les paroles, elles, oui. J'ai choisi Yesterday, que j'ai décidé de traduire par hier. Ça aurait pu être jadis, auparavant, la veille, ou le jour avant celui-ci, ou mercredi. Mais dans ce cas, on est obligé de chanter la chanson le jeudi. Mais je préfère hier, car à mon avis, c'est le mot qui correspond le mieux à yesterday. Hier. Hier. Tous mes troubles semblaient si loin. Maintenant, on dirait que c'est comme s'ils allaient rester ici. Oh, je crois en hier. Soudainement, je ne suis plus la moitié de l'homme que j'avais l'habitude d'être. Il y a une ombre pendant au-dessus de moi. Oh, hier est venu soudain. Pourquoi avait-elle à partir? Je ne sais pas. Elle n'a pas voulu dire. Je disais quelque chose d'erroné. Maintenant, je me languis pour hier. Hier. La
L'amour était un jeu si aisé à jouer. Maintenant, j'ai besoin d'une place pour me cacher. Oh, je crois en hier. Merci, Dr G. Il n'y a pas de quoi. Hirohito de Tokyo. Cher Dr G, je ne vais pas Je ne vais pas très bien pour le moment. Je n'ai pas beaucoup d'appétit. Et je suis un peu dépressif. Je souffre de nombreuses hémorragies internes, à un point tel que l'on m'appelle ici le tonneau des Danaïdes. Auriez-vous un remède à me conseiller qui puisse me faire tenir jusqu'à la Saint-Nicolas, à qui j'ai demandé de m'apporter des rustines? Il existe un remède de grand-mère contre les hémorragies internes, manger du buvard. Marcel de Courcelles, cher Dr G, j'ai un gros problème, surtout avec les femmes. Je crois que c'est parce que j'ai un trop grand besoin de parler. Lorsque j'introduis une fille dans mon appartement, je ne peux m'empêcher de lui montrer mon grand sens moral. J'aime labourer de mes doigts ses paumes. J'aime être assis à côté d'elle, ma tête sur son épaule, son genou sous ma nuque, mes chevilles sur ses coudes, ses dents sous mon bras, son dos sur mes tempes, ses joues sur mes mollets, mon front sur ses talons, mes oreilles sur ses paupières. C'est ça, c'est ça. Docteur, mon père s'appelle Jean-Paul, mon frère s'appelle Jean-Paul, mon chien s'appelle Jean-Paul, mon oncle s'appelle Jean-Paul, ma sœur s'appelle Jean-Paul, ma mère et ma tante s'appellent Jean-Paul. Est-il normal que je m'appelle moi-même Jean-Paul? Mon cher Jean-Paul, c'est parfaitement normal. Je connais moi-même un type qui s'appelle Jean-Paul. C'est un très joli prénom qui provient de la juxtaposition de deux prénoms anciens, Jean et Paul. Les apôtres Jean et Paul. Jury de Bruxelles, Kterik Dr G, odrazem tekto uspeciu bilo jmenowań, tlenem paryskie a milanskie konserwatory a filharmoniczne spolku benatkać, tento plodnit furseviczenez, pól druhého sta slagdeb semrel ve Vidni. Duraz Polozil, Sladatel na flet novi part, Kteri mavuci ostatnim, lazum prevazici post aveni. Knut de Knock. Monsieur, votre rubrique me dégoûte. Quel genre de sinistre personnage êtes-vous? Sans doute un dévié. Éprouvez-vous une jouissance quelconque à nous rabâcher les oreilles? D'escarres, d'hémorroïdes, de furoncles, de croûtes, d'aftes, de phlegmons, de panaries, de sécrétions en tout genre, d'eczéma purulent, de sel fétide, de pus, de vomi, d'abcès sanguinolents, de tumeurs, de bave, de moignons, de copulation contre nature, de sondes, de fistules, de diarrhée, d'hernie, de fibromes, d'orgelets, de vulvites, de cicatrices, de prurite anale, de chancre, de varices, de raideur cadavérique, d'impétigo, de ballonnement, de mycose, d'herpès, de morve, de glaire, de sueur, de plaies.
Arrêtez, vous m'excitez. Gilles de Binche. On n'avait pas encore eu. Cher docteur G, ma femme, qui devait accoucher début septembre, a choisi la méthode dite aquatique. La maman met au monde son bébé dans une sorte de grand aquarium d'eau tiède. Ainsi, l'enfant vit en douceur son passage d'être aquatique à celui de mammifère. Tout cela se passe calmement au son d'une musique qu'on a choisie soi-même. Arrivé à la clinique, je donne ma cassette, mais dans la précipitation du départ, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Au lieu de Jean-Michel Jarre, que je croyais avoir emporté, j'avais amené l'affaire Dreyfus par Henri Guillemin. Ça commençait bien. Là-dessus, on m'annonce que le papa devait lui aussi se trouver dans l'aquarium pour venir en aide à sa femme. Je n'ai pas osé dire que je ne savais pas nager, et j'ai prétexté que je n'avais pas de maillot. Mais ils avaient tout prévu, les chiens. Ils m'en ont prêté un. Nous voilà donc dans la piscine. Moi, mon épouse, la sage-femme et le docteur. Ce dernier portait des palmes, un masque et un tuba. Moi, je me tenais agrippé au bord. Le médecin plongeait régulièrement et remontait à la surface pour nous tenir au courant de l'évolution de la situation. Mais on ne comprenait rien parce qu'il n'enlevait pas son tuba pour parler. Pour passer le temps, la sage-femme faisait des longueurs. 10 minutes se passent. Zola vient d'écrire son terrible « J'accuse ». Et voilà que tout se précipite. Le médecin me saisit par le bras, m'entraîne et m'enfonce la tête dans l'eau pour que je puisse assister à la naissance de mon enfant. Je me débat, je suffoque, j'avale des litres d'eau. Ma vue se brouille et je perds connaissance. On m'a repêché. L'enfant est né. Ils ont, paraît-il, eu les pires difficultés pour l'attraper. C'est aussi difficile qu'un savon dans une baignoire. Ils y sont finalement parvenus avec une épuisette. Sitôt sorti de l'eau, le petit Jean-Marie s'est mis à hurler. Ça m'a réveillé, je lui ai flanqué une paire de claques, je ne supporte pas les cris d'un enfant. Dire que chaque année, au début septembre, l'anniversaire de ce petit con va me rappeler 1. Que j'ai failli me noyer. 2. Que j'ai avalé la moitié du placenta en buvant des tasses. 3. Que ma femme m'a fait la gueule pendant 15 jours parce qu'une infirmière blonde avec des gros poumons me faisait du bouche à bouche. Finalement, je n'ai rien vu de l'accouchement. La prochaine fois, je resterai chez moi et je regarderai une cassette de Paul Damblon. Marie-Josée de Bruxelles. Cher docteur G, mon mari se prend pour un urinoir. Ça ne fait de mal à personne. Et qui plus est, ça peut parfois rendre service à autrui. Cécile de Watermal. Cher docteur G, j'ai l'impression que mon mari se désintéresse de moi. Sans doute est-ce parce que je n'ai pas d'utérus. Ce n'est pas si grave que ça. Proposez-lui du thé chinois ou du thé anglais. Merci, docteur Philippe G. Il n'y a pas de quoi. Roland de Etterbeek. Cher docteur G, ma femme a de très jolis cheveux, mais pas seulement sur la tête. Elle a aussi beaucoup de poils sur les jambes et ça la rend folle. En hiver, elle les laisse pousser et donne ainsi l'impression de porter des collants de laine noire. En été, elle les rase. Mais ils repoussent de plus belle. Alors elle s'énerve et elle se coupe. Et elle a les jambes remplies de sparadrap. Et lorsqu'elle les enlève, ça lui arrache les poils. Ça lui a donné l'idée de les épiler à la cire. Il y a quelques jours, quand il a fait beau, elle s'est badigeonné les jambes à la cire chaude, laissé sécher et refroidir 30 minutes, ensuite arraché les bandes de cire d'un coup. Mais lorsqu'elle a voulu tirer sur la cire, rien n'a bougé. Les poils étaient, semble-t-il, trop bien arrimés. Elle a attendu mon retour du travail. J'ai tiré de toutes mes forces, mais sans succès. Nous avons alors décidé d'employer les grands moyens. J'ai attaché un câble aux bandes de cire d'un côté et au pare-choc de mon auto de l'autre. Ma femme s'est accrochée à la barrière de notre jardinet et j'ai démarré en trombe. J'ai fait le tour du bloc. Car nous habitons un sens unique. Et lorsque je suis revenu devant chez moi, quelle n'a pas été ma surprise
de ne pas y voir ma femme et de constater qu'on avait volé ma barrière. L'explication me fut donnée quelques instants plus tard. Lorsque, descendant de voiture, je constatai que ma femme, agrippée à la barrière, était toujours accrochée à la voiture et qu'elles avaient fait, toutes les deux, le tour du bloc avec moi. Ma femme est en clinique. Elle devra être amputée des 2 jambes. Voilà au moins 2 endroits où les poils ne pousseront plus. Dès son retour, nous nous attaquerons à sa moustache. Si vous cherchez quelqu'un pour réparer votre barrière, je connais un très bon entrepreneur. Pas trop cher. Voilà. Jean de Floref. Cher Dr G, est-il exact que la banque du sperme sera bientôt connectée au réseau Mr Cash et Bancontact? C'est parfaitement exact. Et dès lors, vous pourrez déposer ou retirer du sperme 24 heures sur 24. Claudine de Forêt. Cher Dr G, je viens de découvrir une chose abominable. M'étant rendu récemment dans une vidéothèque, quelle ne fut pas ma stupéfaction d'y découvrir ma photo sur une cassette ayant pour titre « Chienne en chaleur ». Horrifié, j'achetai sur le champ tous les exemplaires disponibles et me précipitai chez moi où je visionnais éberlué le film. Figurez-vous que l'homme qui a partagé ma vie pendant 3 ans a filmé toutes nos nuits d'amour à mon insu. Vous allez me dire que j'aurais pu me douter que ces projecteurs dans les coins de la chambre, ce type avec une caméra assis au bord du lit et l'autre avec son enregistreur caché dans l'armoire, n'étaient pas là pour rien. C'est vrai, j'aurais dû me méfier. Mais vous savez, dans des moments pareils, on ne se pose pas trop de questions. J'aurais pu aussi trouver anormal que mon fiancé, avant le coït, fasse une annonce avec un clap. 3 premières claques. Mais que voulez-vous, j'étais innocente. C'était mon premier amour et je croyais que ça se passait toujours comme ça. Cette première lettre m'a été envoyée par un grand artiste français, le mime Marceau. Merci, cher maître, pour votre émouvante prose, pleine de retenue et de sous-entendus. Nous avons, je crois, tous compris à quoi et surtout à qui vous faites allusion. Et comme vous le suggérez, nous allons observer 1 minute de silence. Paul de Ninove, cher Dr G, je suis très complexé car je n'ai pas de jambes. Je n'ai pas non plus de cou, ni d'oreilles, mais autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas de tête. Je n'ai hélas pas non plus de bras gauche, ni de bras droit, ni de tronc. Je n'ai qu'une main droite. Je ne suis qu'une main droite. Heureusement, je suis droitier. Et je passe mes journées à écrire. J'écris à des inconnus. C'est la seule chose que je parviens à faire, vraiment seul. Déjà, lorsqu'il s'agit de lécher le timbre, je cale. Je me rends bien compte que la vie ne m'a pas beaucoup gâté. J'ai d'ailleurs déjà essayé plusieurs fois de mettre fin à mes jours. Mais comment? Avaler des somnifères? Par où? Allumer le gaz? Pour allumer, ça ira, mais après? Me tirer une balle de revolver? Je voudrais bien. Mais quand j'ai le revolver en main, je n'ai plus rien sur quoi tirer. Croyez-moi, ce n'est pas drôle tous les jours de n'être qu'une main. Je vous crois volontiers. Mais sachez que vous avez une très jolie écriture. Et dans votre situation, c'est plutôt une chance. Qu'auriez-vous fait d'une bonne ouïe ou d'un regard perçant? Votre avenir vous angoisse, et c'est bien normal. Cependant, ne vous rongez pas les ongles et mettez bien votre gant pour sortir.
Martine Dorbec. Cher docteur G, mon mari a une haleine de chiotte. Que me conseillez-vous? De lui dire de bien refermer le couvercle quand il a fini de parler et de s'accrocher aux dents d'en dessous une petite pastille de Harpic fraîcheur verte qui se diluera un peu chaque fois qu'il boira un verre d'eau. Cher docteur G, mon mari est mort la semaine passée. Jusque-là, rien de drôle, me direz-vous. Jusque-là, effectivement, rien de drôle. Mais depuis, pardon, qu'est-ce qu'on rigole? Ça faisait un bout de temps qu'on attendait que ce pisse-vinaigre lâche la rampe. Ça nous fait, hélas, un auditeur potentiel de moins, mais nous ne sommes pas à ça près, Dieu merci. Et enfin, Ladislas. Cher docteur G, je suis chômeur, homosexuel, roumain, exilé à Vilvoorde. Depuis 3 ans, j'habite face au canal de Willebroek. Je vois au moins quelque chose de positif dans votre lettre. C'est le canal de Willebroek. C'est un exploit. Merci, docteur Philippe. Il n'y a pas de quoi. Guylaine de Braine-le-Comte. Cher docteur G, j'ai reçu de mes enfants à la Noël un adorable chiot. Il est tout blanc, il a un collier noir et une laisse. Quand je tire sur la laisse, il y a de l'eau qui coule. Est-ce normal? Ne vous inquiétez pas. Vous pensiez avoir reçu un mâle et c'est une femelle. Ce n'est pas un chiot, mais une chiotte. C'est aussi gentil. Et au moins, ça ne fait pas pipi partout. Éviter de la promener en rue, ça ferait jaser. Docteur Didier R. de Bruxelles. Cher confrère, ce petit mot pour solliciter votre avis sur le cas d'une patiente qui me préoccupe solidement. Elle souffre depuis quelques mois d'une élongation du sternocléidomastoïdien et de fibrose recto-péritonéale. Je lui ai immédiatement prescrit de l'amocraléine 5 mg et du purgaterol gélule, comme vous l'aurez sans doute fait vous-même. Mais il me semble, depuis, voir apparaître le syndrome de Stein-Leventhal. Que feriez-vous à ma place? C'est très complexe. En effet. Essayez un peu d'aspirine. Et tenez-moi au courant. Jean-Louis de Bruxelles. Cher Philippe, je m'appelle Jean-Louis. J'ai 8 ans et demi et je t'envoie un joli dessin. J'espère qu'il te fera plaisir et que tu pourras le montrer à la radio. Tu me parles dans ta lettre d'un joli dessin, or celui que tu m'as envoyé est affreux. De toute manière, à ton âge, tu devras avoir compris que la radio, ça ne sert pas à montrer des dessins, mais bien à faire entendre des sons. Alors ce que je te propose, c'est de te faire écouter ta croûte. Écoute bien. Gilbert de Profondeville. Cher docteur G, j'ai une profession très particulière. Je suis guichetier à la banque du sperme. Le contact avec la clientèle est très délicat. Et la susceptibilité de certains est telle que je dois parfois prendre des gants pour leur expliquer tel ou tel détail concernant les versements anticipés. Nous avons beaucoup de clients étrangers. Et ce n'est pas rose tous les jours. Ma question est médicale. Ma profession est-elle plus qu'une autre sensible aux maladies contagieuses ? Ni plus ni moins qu'une autre, veillez simplement à faire parler vos clients devant l'hygiaphone. Paul de Aiguezé. Cher docteur G, ma femme et moi étions artistes de cirque. J'étais lanceur de couteaux lorsque je fis la connaissance de la jeune danseuse qui allait devenir ma femme. Je la persuadai d'étudier l'équitation et elle se montra à ce point douée
que je pus la lancer dans le difficile métier d'écuyère. Nous avions pas mal de succès chacun dans notre numéro. Elle travaille toujours, tandis que moi, l'âge venant, je me mis à prendre du poids. Je mangeais trop. Et un jour, j'appris que le gros de la troupe allait être licencié. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'appris que c'était moi. Je viens de terminer un livre de souvenirs. Pourriez-vous m'aider à en trouver le titre? Avec joie, mon cher Paul. Et pourquoi pas une bonne fourchette, ce lanceur de couteau qui lança les cuillères. Simone de Nivelles. Cher docteur G, il y a quelques jours, nous déjeunions en vitesse, mon mari et moi, dans un fast-food de la capitale, lorsque je fis choir sur son pantalon crème une barquette de ketchup, qui le macula du genou à mi-cuisse. Un autre jour, nous en aurions sans doute ri, mais ce jeudi-là, nous en fûmes consternés, car Gérald devait rencontrer 30 minutes plus tard les dirigeants japonais de la firme dont il est le directeur commercial pour la Belgique. Nous habitons Nivelles, et il s'avéra impensable d'envisager un aller-retour et de risquer par là même un quelconque retard à la réunion. J'eus alors l'idée de faire nettoyer le vêtement dans le 5 à sec jouxtant le McDonald's. Aussitôt dit, aussitôt fait. Gérald alla s'enfermer dans les toilettes, s'y déculotta et me passa son pantalon par-dessus la porte. Très exactement 45 secondes plus tard, je déposai la chose sur le comptoir de la blanchisserie rapide contre la promesse expresse de la récupérer dans la demi-heure. Et je me mis à faire les 100 pas. Pendant 25 minutes, au bout desquels je réintégrai le 5 à sec. Je m'aperçus à cet instant avec horreur que je ne retrouvais pas le ticket. J'eus un instant l'espoir que la vendeuse me reconnaisse. Mais la jeune fille qui m'avait servi prenait son heure de table et sa remplaçante se montra intransigeante, allégeant qu'elle risquait le renvoi si elle me rendait un vêtement erronément. Je courus aux toilettes du McDo et me mis à expliquer la situation à mon mari qui commençait à perdre patience. Il me dit d'aller lui acheter n'importe quel pantalon dans un quelconque magasin alentour et m'enjoignit de faire vite, car on était déjà venu tambouriner plusieurs fois à sa porte en l'insultant. Je me ruai à l'innovation. J'achetai un pantalon crème à 2700 francs. Je laissai à la caissière, à titre de pourboire, les 300 francs qu'elle m'aurait rendus sur les 3000 que je lui jetai. Tout ça pour gagner 20 secondes, et bien mal m'en pris, car au moment de sortir du magasin, l'article, n'ayant pas été démagnétisé, déclencha le signal d'alarme. 2 inspecteurs m'empoignèrent et m'emmenèrent au bureau. J'eus beau leur expliquer que mon mari attendait ce pantalon dans les toilettes du McDonald's. Ils se montrèrent intraitables, et ce ne fut qu'après avoir entendu le témoignage de la caissière qu'ils me relâchèrent enfin 15 minutes de perdu. Telle une joueuse de rugby, je fis mon entrée en trompe dans les WC et lançai le pantalon par-dessus la porte. Mais un doute m'envahit aussitôt. N'entendant aucune réaction, je réalisai que je m'étais trompé de côté. J'avais lancé le pantalon à droite. La voix de mon mari vint de gauche. « C'est toi, Simone? Tu l'as ?» La toilette de droite était fermée, hors service. C'était bien ma veine. Je fis demi-tour à toute vitesse, à la recherche d'un gérant quelconque, et me précipitai vers l'accueil. C'est là que le sort, qui semblait s'acharner sur moi, me fit mettre le pied sur un paquet de frites mayonnaise qu'un enfant avait dû laisser choir. Étant donné ma vitesse de déplacement, j'effectuai un vol plané de 3 mètres qui s'acheva sur le coin d'une tablette en marbre. Mâchoire cassée. Aux ambulanciers qui étaient venus me chercher, je tentai d'expliquer la situation. L'un d'eux me fit une piqûre de Valium, je perdis connaissance et l'on m'emmena. Je me trouve à la chambre 217 de l'hôpital d'Ixelles. Je n'ai pas de nouvelles de mon mari. Puis-je profiter de votre émission pour lui lancer un message? Car il se peut qu'il y ait un baffle dans les toilettes du McDonald's où il se trouve. Et si par bonheur, ils sont branchés sur votre chaîne, il m'entendra. Gérald, je t'aime. Ne perds pas patience. Dès que je sortirai de clinique, je t'apporterai ton pantalon en velours gris. Tu sais, celui que maman t'a offert à Noël. Jean-Paul V. de Hamoire. Cher docteur G, après des tests psychomédicaux, on a évalué mon quotient intellectuel à 42. Je ne comprends pas pourquoi il est si bas. Avec un quotient de 42, il est normal que vous ne compreniez pas. Jean-Paul de Oufalise. Cher docteur G, mon voisin de droite joue du tambour et je deviens fou.
Voilà 8 mois qu'il s'est installé dans le quartier. J'ai essayé de porter plainte, mais il m'a été répondu qu'un musicien avait le droit de travailler chez lui pour autant qu'il respecte des horaires diurnes. Et ce cochon répète de 9 à 21 heures du lundi au samedi. Le dimanche, il joue en plein air avec la fanfare municipale sur le kiosque qui se situe exactement à 25 mètres de chez moi. J'ai tout essayé. Je me suis mis des boulettes de pain dans les oreilles, mais il y en a une que j'ai enfoncée trop loin et que je n'ai pas pu retirer. Ça a moisi, puis ça s'est infecté. J'ai beaucoup souffert. Pendant ma convalescence, chaque bruit était une torture. Et pendant ma convalescence, mon voisin répétait Tannhauser. Depuis, c'est la guerre. J'ai soudoyé sa femme de ménage qui a fait mine de trébucher pour tomber sur son tambour avec un couteau à patate. J'ai vécu là les plus belles heures de ma vie. Mon voisin est allé faire réparer son tambour, mais il est revenu avec une trompette. Là encore, j'ai réussi à faire couler du ciment dans sa trompette par les ouvriers qui travaillaient chez lui. Mais le tambour est revenu et tout a recommencé. Et depuis, j'attaque. Je tombe à pelouse tous les jours. Ensuite, je tourne autour de chez lui avec ma motocyclette, dont j'ai enlevé le pot d'échappement. Ça excite mon chien qui hurle à la mort. Je déclenche la sirène d'alarme de ma voiture. Je tire au Rio de gun dans le jardin. Je fais abattre les murs de ma maison au marteau pneumatique. Mais je me lasse. Je suis fatigué. Ma maison est en ruine. J'ai froid. Mon chien est aphone. Ma pelouse est trop courte. La batterie de mon auto est plate. Alors je me suis résolu à la dernière solution. Je me suis acheté un tambour. Et j'en joue tous les jours de 9 à 21 heures. Le dimanche, je suis avec les autres sur le kiosque. Ça fait chier mes voisins de gauche, mais je les emmerde. Fernand de Chastres. Cher Dr G, ce n'est pas moi qui vous écris cette lettre. Je suis obligé de dicter ma correspondance à ma femme, car j'ai les mains tellement moites que le stylo me glisse des doigts et que le papier fond lorsque je le touche. Lorsque je me lave les mains, je n'utilise pas d'eau. Un savon suffit. Elle se rince toute seule. Je n'ose plus serrer la main à personne, ni mettre mes mains en poche. Je suis obligé de mettre des gants de vaisselle pour m'habiller. À l'instar de l'optimiste qui voit une bouteille à moitié pleine, là où l'autre la voit à demi-vide, tâchez de retenir le bon côté des choses. Vous ne devez au moins pas vous lécher les doigts pour tourner les pages de l'annuaire téléphonique. Roger de Bruxelles. Cher Dr G, je suis marchand de fromage et je souffre de mycose. J'ai continuellement des démangeaisons. Et ça me gêne très fort de devoir me gratter devant la clientèle avec la râpe à gruyère. Que puis-je faire ? Demandez à votre épouse de vous coudre à l'intérieur des vêtements du papier de sable ou des tampons Gex. Ainsi, lorsque vous voudrez vous gratter, il vous suffira de faire un mouvement ample ou d'esquisser un pas de danse. Arnold de Tubize. Cher Dr G, je m'étais toujours douté que les pages roses du Larousse étaient réservées au public homosexuel, mais je n'imaginais pas que cette compilation de citations latines et étrangères pût être un tel ramassis d'insanité et de cochonneries. Je cite au hasard. Stans PD in uno. Regarde ce PD dans sa uno. Homo sum. Je suis homo. Tenere lupum auribus. Tenir le loup par les oreilles. On se demande pour lui faire quoi au loup? Victis onos. Honneur aux vaincus. Aux vains. Tutti quanti, tous autant qu'ils sont. Je passerai les amusements vélocipédiques à deux, quusque tandem, ou l'infâme eius religio, cuius regio. Et je terminerai par cette obscure citation que je situerai plutôt à l'heure du petit déjeuner, après de folles nuits. Qui nesquit dissimulare, nesquit regnare. Si on cache le Nesquik, c'est pas comme ça qu'on boira du Nesquik. Cédric de Soigny, cher Dr G, j'essaye de vous joindre sans succès depuis 16 jours pour solliciter et m'assurer votre soutien à une manifestation de charité. Je suis
sous-chef de commission sociale à la scierie de Soigny, où l'on scie du sapin, du cèdre et du cerisier, mais chacun sait ça. Nous servons chaque samedi soir au restaurant de l'usine de succulentes saucisses sèches à la sauce chaude. Ces saucisses sont séchées sur la soufflerie de la scierie. Qu'on se rassure, pas un centilitre de sciure ne soit sur les saucisses. Ce délicieux souper se sert à 6h16 précise. C'est une tradition ancestrale. Pour les boissons, là aussi, c'est pas triste. Sancerre 66 et au dessert, du mousseux. Ça fait sensation. Tout ça est servi en musique. On passe des succès des 60s. Les swingers singers. Et c'est pas cher. 555 francs. C'est facile à s'en souvenir. 555. Le bénéfice de la soirée sera versé à Amnesty International. Si vous pouviez faire une annonce sur les ondes, ce serait sans sas. Voilà qui est fait. Basile de Kuckelberg. Cher docteur G, vous qui êtes si malin, voulez-vous m'expliquer ce qui se passe en Afrique avec les éléphants et auquel je ne comprends rien? Tout le monde veut prendre leur défense, les braconniers et les gouvernements. Alors quoi? Bien. Les braconniers, qui sont les méchants, tuent les éléphants pour prendre leur défense. Les soldats gouvernementaux, qui sont les gentils, protègent les éléphants et prennent leur défense. Il arrive même que lorsque des soldats surprennent des braconniers sans défense, ils les mettent en prison. Les braconniers peuvent alors appeler un avocat qui prendra leur défense. Mais lorsque les soldats surprennent des braconniers avec de l'ivoire, ils les tuent pour prendre leur défense. Et les entreposent dans des locaux de la Défense nationale, là où s'établit la Côte de l'Ivoire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Albert de Dinan. Cher docteur G, ma femme est tellement laide que je suis obligé de lui faire porter un masque lors de nos rapports intimes. Elle est pleine de bonne volonté et comprend parfaitement mon problème. Elle va même jusqu'à changer de masque de temps en temps pour varier le plaisir. Mais je ne m'habitue tout de même pas à faire l'amour avec Popeye, Mickey. Ou Winnie l'ourson. Que me conseillez-vous? Essayez de tout simplement lui mettre sur la tête une boîte en carton. L'éveiller à y faire de petits trous pour qu'elle puisse respirer. C'est le docteur G. Le docteur G répond à vos questions. Cette première lettre me vient de Roger, de Beauvechin. Je suis très amoureux de ma fiancée, mais elle souffre d'acné. Elle est gentille, intelligente et douce, mais elle a la figure et le corps couverts de boutons, de furoncles et de points noirs. Et quand elle n'a pas d'orgelet, elle a le plus joli regard du monde. Nous ne pouvons momentanément pas avoir de relations sexuelles car elle fait de l'herpès génital.
Je voudrais bien lui prouver mon amour, autrement qu'en lui offrant des crèmes et des lotions pour la peau. Je voudrais pouvoir la prendre dans mes bras, autrement qu'avec des gants en caoutchouc. Si vous êtes dégoûté par ces boutons, ce qui est bien naturel, personnellement je trouve ça dégoûtant, dites-vous qu'il y a des endroits de son corps que vous pouvez couvrir de vos baisers. Ses dents et ses ongles. Et ses cheveux, si elle n'a pas de pellicule. Jean-Henri de Marche, cher docteur G, j'ai 11 ans et demi et ma mère me cause pas mal de soucis. Elle est saoule du matin au soir, elle injurie les voisins dès l'aurore, elle repasse les chemises de mon petit frère quand il est dedans. Régulièrement, elle descend à l'épicerie pour y acheter son whisky. Elle y oublie ses chaussures et remonte en bas ses bouteilles qu'elle descend en haut. Elle roule à du 130 à l'heure dans le parking de l'immeuble. Et régulièrement, elle regarde son four à micro-ondes au lieu de la télévision. Vous savez, autant regarder un canard qu'un connard. Autant regarder des pieds de porc qu'une tête de veau. Mais il va falloir que j'arrête. On va encore me dire que je ne fais rien qu'à me moquer de Jean-Pierre Foucault. Claudine de Godine. Cher docteur G, manger du poisson est-il réellement bon pour la mémoire? Excellent. Et d'ailleurs, j'en mange moi-même régulièrement. Et pas plus tard que... mardi. Martial. Cher docteur G, je souffre d'un strabisme divergent et j'habite Belleuil. Il n'y a aucune contre-indication. Je connais un cul-de-jatte qui habite Jambes, un tétraplégique qui habite Bouge et plusieurs sourds qui habitent Oreille. Ordure. On commence à en avoir marre de toi. Si tu crois que c'est drôle de se moquer des pauvres et des malades, on est bien content que tu as cassé ton pied. Toi qui casses les nôtres depuis si longtemps. On voit que tu n'as pas l'esprit chrétien, mais nous on est catholiques. Et dans nos prières, chaque jour, nous souhaitons que tu tombes malade. Un groupe de chrétiens de Herb Square. Cécile de Liège. Cher docteur G, dans la famille de mon mari, depuis plusieurs générations, les hommes souffrent de la maladie de Parkinson. Et jusqu'à présent, je croyais que mon mari y échapperait. Mais hélas, ça y est, il est atteint. Il est atteint, comme la tarte du même nom. Jean-Marie de Tubize. Cher docteur G, je voudrais monter une radio libre à Tubize. Je suis un grand admirateur de Jacques Brel et particulièrement de sa célèbre chanson « Ne me quitte pas », que j'écoute à longueur de journée. Je voudrais faire partager ma passion à tout le monde et mon projet est de ne programmer sur les ondes que cette chanson. Admirable. Mais d'alterner néanmoins l'enregistrement de 1967 et celui de 1969, tout de même, il ne faut pas devenir monotone. Le matin, je la passerai 4 ou 5 fois. Après avoir souhaité une bonne journée aux auditeurs, ensuite je lirai le texte de la chanson, puis à nouveau quelques diffusions, ensuite lecture du texte, etc. La radio s'appellerait « Radio ne me quitte pas ». Ce qui entre nous serait une excellente accroche marketing puisque le nom de la station inciterait les auditeurs à rester avec nous. Pensez-vous que mon projet soit viable? Votre idée n'est pas bête du tout. Et ça fait plaisir à voir des jeunes dynamiques dans votre genre. Peut-être un jour arriverez-vous à vous faire sponsoriser par une marque d'aliments pour chats. Mais dans ce cas, vous devriez rebaptiser votre station en Radio ne me quitte 4. Cela dit, pensez tout de même à prévoir un deuxième disque. Ça fera un peu plus de travail à votre programmateur, mais ça peut vous tirer d'affaire le jour où Ne me quitte pas sera griffé. Allez, je vous quitte, j'ai du travail. Cher docteur G, j'ai l'impression d'avoir un nom ridicule. En tout cas, tout le monde s'en moque. Je m'appelle Roger Trou du cul. Que puis-je faire? Mon pauvre ami, figurez-vous que mes parents aussi ont failli m'appeler Roger. Cela dit,
Soyez rassurés, il n'y a aucune difficulté administrative dans notre société pour changer de prénom. Changer de nom de famille serait par contre beaucoup plus compliqué. Jacqueline de Etterbeek. Cher docteur G, je suis à la dérive et je vous envoie un sauce. Ça a commencé par mon frigo qui est tombé en panne. J'ai téléphoné à Sauce Dépannage. Ils étaient là en 20 minutes. Ça m'a coûté 3500 francs pour un frigo que j'avais payé 2500 d'occasion. Ça m'a tellement déprimé que j'ai eu envie de me flanquer en l'air. Mais j'ai appelé Sauce Suicide. Quand mon mari est rentré, je lui ai servi une bière tiède. Ça l'a foutu en pétard et il m'a tapé dessus. J'ai terminé la nuit à Sauce Femme Battue. C'est regrettable tout ça. Mon conseil, pour oublier cette fâcheuse journée, offrez-vous un bon petit restaurant. Commandez-vous une bonne bouteille de rouge et une entrecôte. Et si la viande vous paraît un peu sèche, appelez SOS Béarnaise. Bruno de Tilly. Cher docteur G, je suis heureux que vous soyez rentré de vacances et que vos émissions reprennent enfin, parce que mon problème a débuté juste après votre dernière émission et s'est considérablement aggravé depuis. Fin juin, j'ai attrapé un petit bouton sur le bout du... Début juillet, il y en avait plusieurs. Puis, une tache est apparue autour du... Et les... se sont mis à gonfler. Actuellement, j'ai tout le... qui est mauve et qui coule. Et des... et des croûtes dans le... Que me conseillez-vous? Appliquez 2 fois par jour des compresses de... que vous pouvez obtenir sans ordonnance.